Notre deuxième application concernant l'élasticité plane est une application pour une poutre simplement appuyée sur les deux extrémités de la poutre. D'accord? Donc, la même chose, notre objectif est de pouvoir vérifier et appliquer les principes de l'élasticité plane pour une poutre en utilisant la procédure de la fonction d'Airy. D'accord? C'est surtout pour montrer la simplicité de la solution. Et enfin, on essaie de comparer les résultats avec la théorie des poutres classiques. Dans cet exemple-là, on va voir donc le calcul complet de la charge extérieure jusqu'à la détermination de la flèche maximale d'une poutre par la théorie d'élasticité. Et on va essayer de la comparer avec la théorie des poutres. Donc, la même chose, pour vous faciliter les choses, on va vous donner bien sûr la fonction d'Airy. Ce n'est pas votre tâche de la calculer. C'est une fonction qui a été déjà déterminée par les chercheurs et qui est disponible maintenant dans la littérature. Donc, la même chose, pour votre cas, vous n'aurez pas à déterminer de fonction d'Airy. Bien sûr, on va toujours vous donner une fonction d'Airy parce que ce qui nous intéresse pour le moment, c'est les applications de la procédure et ce n'est pas à vous de chercher les fonctions d'Airy. Donc, c'est des données pour vous en général, c'est des données que vous allez toujours les avoir pour résoudre les problèmes plans d'élasticité. Donc, on se donne une poutre, si vous voulez, on se donne une poutre de longueur L et de hauteur H, d'accord, soumise à une charge uniformément distribuée Q. Bien sûr, cette charge-là, en théorie des poutres, c'est comme si vous êtes en train de charger sur même la surface de l'épaisseur. C'est la même charge. Il ne faut pas que ce soit une charge linéaire. C'est une charge que vous appliquez sur la surface AB. Parce que dans la surface AB, il y a la direction AB et il y a la direction Z qui est l'unité. C'est ce que vous avez toujours supposé en théorie des poutres. Donc, cette surcharge-là est répartie et uniformément sur toute la petite surface AB fois l'unité. D'accord? Cette poutre est soumise à un appui, ou bien elle est simplement appuyée sur les deux côtés. En fait, c'est tout le côté AC et tout le côté BD qui sont simplement appuyés. Ce n'est pas uniquement le point C et le point D. C'est tout le côté AC et le côté BD. Ce qui veut dire que les faces AC et les faces BD, la face AC et la face BD sont des faces de conditions limites de déplacement. D'accord? Seule les faces AB et la face CD, qui sont des faces qui peuvent recevoir de la charge extérieure, ce sont des conditions limites de charge. Donc, il faut faire attention, je répète pour une dernière fois, qu'une face, soit elle reçoit une charge extérieure, soit elle est appuyée. C'est-à-dire, soit on a des conditions limites de chargement, X bar et Y bar, soit on a des conditions limites de déplacement, et ça touche beaucoup plus les différents déplacements. D'accord? Donc, pour résoudre ce problème, on s'est donné cette fonction-là, donc phi de xy, qui est égale a sur 6 y3, y2 moins y2, x2 moins y2 sur 5, plus b sur 2 x2y, plus c sur 6 y3, plus d sur 2 x2. Avec a, b, c, d sont des constantes qu'on va essayer de déterminer. Montrer que cette fonction est biharmonique, déterminer les constantes a, b, c et d pour que l'équilibre global de cette poutre soit vérifié, déterminer le vecteur de déplacement UV en tout point mxy de cette poutre, en déduire la flèche maximale, et comparer cette flèche avec celle donnée par la RDM classique, comme monter la comparaison. D'accord? Donc, la première question, on essaie de voir est-ce que c'est une fonction biharmonique. Donc là, on va voir est-ce que ça vérifie l'équation Nabla-4 de phi qui est égale à d4 de phi sur dx4 plus 2 fois d4 de phi sur dx2 dy2 plus d4 de phi sur dy4 est égal à 0. Donc, si je dérive cette fonction, il faut qu'elle me donne après les contraintes sigma x, sigma y et tau xy. Et enfin, donc, il faut qu'elle vérifie toutes les conditions aux limites des faces considérées. D'accord? Donc, en considérant maintenant la première partie, je vais voir est-ce que Nabla 4 est égal à 0. Donc, d4 de phi sur dx4
la même chose, c'est des polynômes. Il faut que je vois un petit peu si j'ai un terme en x4. Puisque je n'ai pas de terme en x4, d'accord, je peux dire que d4 de phi sur x4 est égal à 0. Il suffit de voir ici, j'ai un x2 fois y3, j'ai un y5, j'ai un x2 fois y, j'ai un y3 et j'ai un x2. Comme je n'ai pas de x4, donc tout ça c'est égal à 0 parce que les termes ou les degrés en x sont inférieurs donc à 4, ce qui veut dire que la dérivée quatrième est égale à 0. Est-ce que j'ai des produits x2, y2? J'ai un ici, x2 fois y3. Si je le dérive, ça va me donner 2ay. Les autres, c'est 0. Et enfin, d4 phi sur 2dy4. Est-ce que j'ai un y4 et plus? J'ai ici y3 fois y2 sur 5. Ça veut dire y5, c'est plus. Donc, je peux avoir une dérivée. Donc, sinon, vous calculez les dérivées directement en faisant la somme de tout ça. Donc, 2 fois ceci avec un signe moins, c'est-à-dire moins 4ay, moins 4ay est égal à 0, pardon, plus 4ay, moins 4ay est égal à 0, donc c'est vérifié, la fonction est biharmonique. Est-ce que j'ai une distribution de contraintes? Je vais voir donc mes dérivés. Sigma x, c'est d2 phi sur 2y2, ça veut dire que je dérive 2 fois par rapport à y, j'obtiens cette expression en rouge pour sigma x. Sigma y, c'est d2 phi sur 2x2, je dérive 2 fois par rapport à x, je trouve ça. Et la même chose, tau xy, moins d2 phi sur dxy, en négligeant le point propre, ça va me donner moins ax2, xy2, moins bx. Ça, c'est la distribution de contraintes que je peux obtenir. Donc, c'est bon. D'accord? Il me reste la troisième partie, c'est-à-dire la vérification de toutes les conditions aux limites. D'accord? Donc, comme j'ai dit, il n'y a que les faces AB et CD qui peuvent avoir des charges extérieures X bar et Y bar. La face AC est simplement appuyée et la face BD est simplement appuyée. D'accord? Vous avez vu en théorie des poutres classiques que je ne peux pas placer une charge sur un appui. Ça n'a pas de sens puisque l'appui va être fixe, donc je ne peux pas appliquer une charge sur cet appui. D'accord? Donc, je reprends mes distributions de contraintes, je les remplace dans x bar et y bar, et je retrouve mon expression que je vais essayer de la vérifier sur toutes les faces considérées. D'accord? Donc, première face, la face AB, d'accord? Cette face AB, en haut, elle est définie par 0, moins 1. Elle est chargée par une charge Q suivant la direction Y. Ce qui veut dire que x bar est égal à 0 et que y bar, bien sûr, est égal à moins y ou bien moins y pardon, vers le haut. Donc là, c'est vers le haut, ce n'est pas vers le bas. D'accord? Donc là, je remplace x bar et y bar avec Lm est égal à 0 moins 1. D'accord? Si L et M est égal à 0 moins 1, H est défini par moins H sur 2, donc c'est vers le haut, donc moins H sur 2, et j'essaie de les remplacer dans ma distribution de force extérieure, X bar et Y bar de surface. Donc j'aurai X bar est égal à 0 et Y bar est égal à moins Q avec cette expression où je remplace les L et le M d'une façon générale. Donc ça me donne deux, si vous voulez, équations 1 et 2. AH2 sur 4 plus B est égal à 0 et A sur 3, H3 sur 8 plus B, H sur 2 moins D est égal à la charge Q. Vous voyez que c'est deux équations. Je suis en train de chercher les constantes A, B, C et D. D'accord? Pour la face CD maintenant, c'est une face qui est définie par 0 et 1 et H sur 2. La face CD, vous voyez qu'elle n'est pas chargée. Donc, X bar est égal à 0 et Y bar est égal à 0. Et on aura donc, en remplaçant, j'aurai donc AH2 sur 4 plus B, A3 sur A sur 3, H3 sur 8 plus B, H sur 2 plus D est égal à 0. C'est les équations 3 et 4. Donc là, voilà, j'ai obtenu, je n'ai pas d'autres faces A, C, A et B, D, c'est des faces de conditions limites de déplacement. Donc, j'ai obtenu ces quatre équations, d'accord, que j'ai obtenues, 1, 2, 3, 4. On remarque que 1 et 3 sont les mêmes et que dans ces équations, je n'ai que A, B et D. A, B et D, je n'ai pas encore C, d'accord? Donc, si je résous trois équations à trois inconnus, je trouve A est égal à moins 6Q sur H au cube, B est égal à 3Q sur 2H, et D est égal à moins Q sur 2. D'accord? Donc, à partir de ces conditions limites, on a trouvé que A, B et D. Mais maintenant, il me reste la constante C à déterminer.
D'accord? Alors, il faut faire attention entre un équilibre global et un équilibre local. On l'a toujours dit, un équilibre local, c'est un équilibre du point. C'est pour ça qu'on prend x bar et y bar. L sigma x plus m taux xy et y bar L taux xy plus m sigma y. Ça, c'est un équilibre local. C'est un équilibre qui se trouve au niveau du point considéré. Un équilibre global, c'est essayer d'équilibrer toute la poutre globalement. D'accord? Et là, on revient donc à la théorie des poutres. Vous avez l'habitude de calculer les réactions, les moments d'encastrement. Ça, c'est l'équilibre global. Et vous avez l'habitude de calculer le moment fléchissant, l'effort tranchant et l'effort normal. Ça, c'est l'équilibre local. D'accord? Donc, c'est la même chose. Si on calcule une contrainte, si on calcule une répartition de x bar et y bar, c'est localement. C'est pour ça que ces équations-là, x bar et y bar, sont des équations qui sont définies au point considéré, c'est-à-dire c'est local. Par contre, l'équilibre global, c'est essayer de retrouver vos encastrements et vos appuis simples pour équilibrer donc la poutre. Donc ça, c'est normalement pour déterminer la constante C que nous cherchons. D'accord? Donc on sait par la RDM que dans cette poutre-là soumise à une charge uniforme, que au niveau des appuis, il n'y a pas de force dans le sens X, ça c'est normal. Les forces d'effort tranchant, c'est moins QL sur 2. Sur les appuis, L plus 2 et moins L sur 2. Et les moments de flexion sont nuls. Ça, c'est le schéma statique de la poutre qu'on considère. Donc, l'effort normal, c'est 0. L'effort tranchant, moins QL sur 2. Et le moment fléchissant est égal à 0 aux appuis. Je parle aux appuis. C'est l'équilibre global qu'on cherche. D'accord? Donc, si je reviens à ma théorie de l'élasticité plane, j'ai pris un point quelconque ici. Je reviens toujours à mon point. Pour moi, mon point, c'est une petite surface dy fois l'unité, fois z. dy fois z qui est l'unité. D'accord? Le point est situé à une distance y quelconque de l'axe des x et je vais voir donc qu'est-ce que ça va me donner comme effort au niveau de la section B. Donc, si je prends ce petit point, ça va être x bar fois la surface dy fois 1. Et si je calcule tous les points de B à D, donc je prends la somme entre moins h sur 2 et h sur 2 de x bar dy. Donc, toutes les petites forces suivant x, je vais les sommer pour avoir la force globale suivant x de la face BD. Donc, si vous faites ça, vous allez trouver est égal à 0 d'une façon exacte. L'effort tranchant, il est dû à y bar. Y bar, il est soumis ou bien il est présent sur la surface dy fois 1, d'accord? Et je vais le sommer pour obtenir l'effort tranchant sur la face B. D'accord? En remplaçant y bar ici et L et M par 1 et 0 et x est égal à L sur 2, on va retrouver donc moins Q L sur 2. D'accord? Et enfin, le moment fléchissant MZ qui est égal à x, c'est x bar qui va vous provoquer un moment fléchissant multiplié par bras de levier. D'accord? Donc, c'est x bar multiplié par la distance petit y dy que je vais essayer donc de la sommer sur la face B. Or, par la théorie des poutres, je suis sûr que mz doit être égal à 0. Donc, obligatoire, c'est vérifié globalement. C'est l'équilibre global de votre structure. En x égale L sur 2 et x égale à moins L sur 2. Donc, si je remplace sigma x par sa valeur, j'aurai donc cette quantité à calculer, d'accord? Sigma x, pour le moment, ça c'est le calcul des efforts normaux que j'ai vérifié. Donc, l'effort normal c'est vérifié, l'effort tranchant c'est vérifié, il me reste donc le moment fléchissant qui est ici, donc qui est égal à 0. D'accord? Si je remplace sigma x par sa valeur, et si je calcule donc l'intégrale entre moins h sur 2 et h sur 2 de sigma x, y, dy, je vais retrouver donc une quantité C est égal à Q sur 2 fois IZ, L au carré sur 4 moins H au carré sur 10 avec IZ, le moment d'inertie, H3 fois 1 sur 12 de la poutre constituée. D'accord? Donc là, j'ai déterminé les 4 constantes en vérifiant l'équilibre local avec X bar, Y bar des faces concernées et vérifier l'équilibre global avec les appuis concernés. Donc, vous voyez que les deux équilibres sont vérifiés, mes constantes A, B, C, D sont déterminées donc d'une façon correcte.
D'accord? Avec ces constantes maintenant, je vais à la troisième question et je vais essayer de calculer les déplacements. D'accord? Un déplacement, c'est quoi? Un déplacement, il doit être déterminé par la déformation. Or, la déformation, elle doit être déterminée par la contrainte, par la loi de Hooke. Donc, vous voyez que je suis parti de la force vers la contrainte, vers la déformation et maintenant vers le déplacement. On sait que epsilon x dans le cas plan est égal à 1 sur E sigma x moins nu sigma y. D'accord? Dans ce cas, je peux calculer la déformée epsilon x, la déformation epsilon x, en remplaçant sigma x et sigma y par leur valeur. Vous retrouvez ici sigma x, cette partie-là, et vous retrouvez sigma y, cette partie-là, alors que celle-là, c'est tau xy et celle-là, c'est tau xy. D'accord? Donc, si je remplace, j'aurai epsilon x qui est égal à cette expression. Maintenant, pour retrouver u, qui est une fonction déplacement dans le plan xy, il suffit d'intégrer epsilon x, puisque epsilon x est égal à du sur dx. Donc là, je peux facilement écrire que epsilon x, c'est du sur dx. Donc, d'une façon exacte, ça, c'est la compatibilité donc, avec du sur dx. Donc, en intégrant, je peux obtenir u. Il suffit d'intégrer les termes en x, puisque j'intègre par rapport à x. Le x2 devient x3 sur 3. La constante AY3 devient AY3x. Et la constante CY devient CX fois Y. Cette constante AY3 devient AY3x. La constante BY devient, c'est une constante par rapport à x, bien sûr. BY fois x. Et la constante D, elle devient D fois x. Et comme j'intègre par rapport à x, je vais ajouter une constante d'intégration par rapport à y. D'accord? La même chose pour epsilon y, c'est 1 sur E sigma x moins nu sigma y, pardon, moins nu sigma x. Si je remplace sigma y et sigma x, donc ça va me donner ceci. Ceci, normalement, est égal à dv sur dy. V est le déplacement suivant l'axe y. Donc, vous voyez que je peux avoir donc, cette expression qui est égale dv sur dy. Il suffit d'intégrer v par rapport à y pour obtenir, pardon, voilà, d'intégrer epsilon y par rapport à y pour obtenir le déplacement v de xy. Donc, en intégrant, il suffit d'intégrer y3, donc c'est y4 sur 4, y c'est y2 sur 2, la constante d devient dy, x2y devient x2y2 sur 2, AY3 devient AY4 sur 4 et CY devient CY2 sur 2. Et comme j'intègre par rapport à Y, je vais ajouter une fonction, une constante qui dépend de X, parce que U et V dépendent de X et Y. D'accord? Donc, j'ai maintenant deux constantes à déterminer, U0 et V0. J'utilise la troisième équation qui est égale, donc, gamma X, c'est tau XY sur G qui est égal à DU sur DY plus DV sur DX. D'accord? Il me reste quand même une équation pour déterminer U0 de Y et V0 de X. Dans ce cas, donc, en reprenant DU sur DY, ça va me donner cette expression-là. dV sur dx, il suffit de dériver U et V par rapport, U par rapport à Y et V par rapport à X pour obtenir gamma XY. D'accord? En remplaçant donc tau XY sur G est égal à DU sur DY plus dV sur dx, on va retrouver donc cette expression-là avec DU0 sur dy plus dv0 sur dx, c'est égal à moins 2 facteurs de 1 plus nu sur E, ça c'est 1 sur G, multiplié par bx, moins 1 sur E ax3 sur 3 plus cx plus nu bx. D'accord? Bien sûr, ce qui m'intéresse, c'est U0 et V0. U0 ne dépend que de Y et V0 ne dépend que de X. D'accord? En réarrangeant ces termes, donc vous voyez qu'on peut obtenir cette expression-là, d'accord? du0 de y sur dy plus dv0 de x sur dx est égal à cette expression-là. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le terme à droite ne dépend que de x. Il n'y a pas de y, donc il dépend que de x. J'ai une fonction en y plus une fonction en x qui est égale à une fonction en x. Donc par identification, la fonction en y g est égal à 0, donc il n'y a pas de fonction en y, et la fonction en x, donc, elle va me donner dv0 sur dx, le terme moins 1 sur e, 2bx plus nu bx plus ax3 sur 3 plus x. Maintenant, il suffit juste d'intégrer. U0 sur y est égal à 0, ça veut dire que U0 est une constante. Et V0, donc j'intègre par rapport à x, j'aurai donc x2 sur 2, x2 sur 2, et ainsi de suite, donc jusqu'à la dernière étape en ajoutant une constante C2. Donc là, j'ai U0 de Y et V0
de x. Si je remplace dans les expressions de u et v, j'aurai les valeurs finales des déplacements calculés par rapport à notre fonction phi de xy déterminée. Donc, quand même, il nous reste C1 et C2. C1 et C2 sont des constantes d'intégration de déplacement. Donc, il faut faire attention, ça touche beaucoup plus le déplacement. Donc, pour dire qu'il faut qu'on utilise les appuis pour pouvoir calculer C1 et C2. D'accord? Maintenant, je cherche une flèche maximale. Je suis sûr que cette flèche maximale, elle se trouve sur l'axe neutre de ma poutre. D'accord? Or, l'axe neutre de ma poutre, c'est un axe où il est défini par y est égal à 0 et x qui varie de moins L sur 2 à plus L sur 2. Donc, cet axe neutre, on l'appelle, si je calcule sa flèche, on l'appelle l'équation de la ligne élastique, donc qui permet de définir. C'est comme si vous tracez donc une poutre en théorie des poutres classiques, d'accord, et que vous essayez de retrouver la flèche en fonction de x. Donc, ça, c'est quelconque, c'est une flèche V de x0. D'accord? Donc, si je remplace dans V, y est égal à 0, ça me donne cette expression-là, V de x0, 1 sur E moins B, x2 plus nu B, x2 sur 2, plus C, x2 sur 2, plus A, x4 sur 12, plus C. D'accord? Il suffit juste de calculer ces deux par les conditions limites de déplacement entre moins L sur 2 et plus L sur 2. D'accord? N'oubliez pas que je cherche une valeur maximale de la flèche. D'accord? Donc, pour calculer ces deux, on utilise les conditions limites de déplacement, d'accord? C'est-à-dire, à plus ou moins L sur 2, je sais que la flèche doit être égale à 0. Il n'y a pas de flèche puisque c'est un appui simple, que ce soit moins L sur 2 ou bien plus L sur 2. Et là, ça me donne C2, une expression connue, donc, une expression déterminée par les conditions limites de déplacement. D'accord? Avec C2, je peux maintenant revenir à ma flèche initiale que j'ai calculée de la ligne élastique et je la remplace pour déterminer l'expression donc de ma ligne élastique, sachant C2 maintenant que j'ai déterminé par les conditions limites de déplacement. D'accord? La flèche maximale dans une poutre simplement appuyée, automatiquement, elle est au milieu. Or, notre repère est au milieu, ça veut dire qu'elle est en x égale à 0 et y est égal à 0, parce que si je reviens à ma poutre, donc la flèche maximale va se retrouver ici, donc pour x égale à 0 et y est égal à 0. J'ai pris le repère au milieu. D'accord? Donc, si je prends x égale à 0 et y est égal à 0, ça va me donner cette expression-là, donc, que je vais réarranger pour retrouver donc une expression de ce type. Vmax est égal à 5QL4 sur 384EI plus 3QL2 sur 10H moins nu 3QL au carré sur 16H. D'accord. Donc, je l'ai fait exprès. J'ai pris un terme, celui-là, le premier terme, et le deuxième terme, je l'ai mis donc entre crochets. D'accord. Maintenant, je sais que par la RDM, d'accord, que si vous avez calculé ça, et je suis sûr que vous avez l'habitude de calculer la flèche maximale de cette poutre, elle est égale donc à 5QL4 sur 384EI. D'accord? Donc, si je compare la RDM avec ce que j'ai obtenu par l'élasticité, je vois qu'il y a un terme en plus qui est égal à 3QL au carré sur 10H moins nu 3QL au carré sur 16H. D'accord? Mais l'expérience a montré que si vous respectez les dimensions considérées dans l'hypothèse de la théorie des poutres, ce terme-là va être très petit devant le terme 5QL4 sur 384EI. C'est en théorie des poutres, celui-là, donc on le néglige puisqu'il est très petit et très faible devant 5QL4 sur 384EI. Donc vous voyez quand même que par la théorie d'élasticité, on a trouvé un petit terme supplémentaire, c'est normal, c'est dû à la deuxième dimension que vous considérez. Rappelez-vous qu'en théorie d'élasticité, epsilon x est égal à 1 sur E sigma x moins nu sigma y. D'accord? Donc, c'est cette partie-là qui va vous ajouter un petit peu la flèche. Et qu'en théorie des poutres, epsilon x est égal à 1 sur E plus par sigma x en théorie des poutres. Donc, ce terme additionnel de la deuxième dimension vous donne une petite flèche supplémentaire maximale qui est, j'ai dit, très faible devant la flèche 5QL4 sur 384. Voilà, donc ça termine ma
mon application concernant les appuis simples.